Let's go, c'est parti. Donc nous allons passer aujourd'hui de Rias Baxas. Donc j'ai pris un peu de retard, c'est pour ça que je reviens dessus. Alors parlons rapidement de Rias Baxas. Ce qui est très intéressant à découvrir, donc c'est que on est à la frontière du Portugal, à la frontière du Vinho Verde. On va rester sur le même style de vin, avec pour moi des vins un peu plus grands. Je vous explique. On est donc en Galice sur des terroirs celtiques. Et descendants des Vikings. Nous serons sur des terroirs qui ressemblent énormément à la Bretagne, notamment par 2 mois de beau temps, et puis le reste, beaucoup de pluie, si je peux dire. 1700 mm de pluie par an, donc ce qui est absolument énormissime. On retrouvera quand même parfois les étés secs, et donc l'autorisation d'irriguer. Et d'ailleurs, on retrouve énormément de matériel pour l'irrigation. Ce qui est assez étonnant. Pour l'instant, apparemment, ils se sont servis qu'un seul millésime ces 10 dernières années. Ensuite, nous retrouvons donc différents terroirs, notamment des terroirs de sable au granit. La différence sera vraiment le microclimat. La plupart du temps, on est sur des terroirs tout d'abord avec une première épaisseur de granit sur 70 cm, puis du sable, et ensuite un conglomérat de sable et de granit, et donc qui permet de conserver aussi également l'eau et tirant également le style salin et l'acidité qu'on pourra retrouver dans le granit. Le cépage plus que principal, je pense à plus de 80%, se retrouve l'Albarino. Albarino qui nous vient d'origine arabe, al, et Varigno pour certains qui viendraient du Rhin, du coup, le vin du Rhin. Mais en fait, certains ont cru que c'était une parenté du Riesling, mais pas du tout. Et pourtant, on retrouve les terpènes qui s'expriment notamment dans la vieillesse sur les notes pétrolées et une certaine acidité pouvant pouvoir penser au Riesling et une aromatique marquée sur le citron qui peut également faire penser au Riesling. Donc d'où ce rapport entre Riesling et, euh, et l'Alvarinho. Alors pour moi la différence, l'Alvarinho s'exprime sur des degrés sur un alcool plutôt intense. Alcool intense, acidité intéressante, notamment parce qu'ils ne font pas de malolactique, ce qui donne des onctuosités très marquées et surtout une salinité très marquée. C'est comme ça qu'on reconnaîtra un Rias Baxas. Onctuosité, notes qui peuvent aller du thiolet à la minéralité, citron, agrumes, goyave sur certains côtés exotiques. On aura le fruit blanc, on pourra même passer par la pomme. Et puis ensuite, on pourra aller sur des aromatiques très très minérales, en passant par le côté un peu plus fermentaire selon ce qui est recherché également. Voilà, ensuite on retrouve toujours ce caractère un peu marqué citron, je trouve. Là-bas, tout est utilisé, toutes les vignes sont faites quasiment en pergola. On peut retrouver un petit peu de cordon, mais c'est principalement que de la pergola. Pourquoi? La pergola est utilisée car ce sont des vignes très vigoureuses, donc la Barigno. Cela évite le mildiou, évidemment puisqu'on a énormément d'humidité, les vents, puisque alors on a quelques montagnes, mais ça conserve les vents, donc ils ont des vents assez intéressants qui viennent sécher les baies. Cela permet d'éviter les pluies lors de la floraison et de conserver donc une bonne fleur. Et puis, et bon, par contre, c'est assez producteur. Voilà. Donc, on a souvent, comme dans le Pinot Verde, des gros, soit des gros cordons, mais c'est très rare, soit plutôt des grosses pergolas. Alors, juste au niveau du viticulteur, j'étais voir pour moi le meilleur qui était Goliardo, Fuja de Salnes.
et donc on appelle Gerardo Mendes. Donc pour moi qui était le papa des papas. Voilà. Ah non, pas Gerardo Mendes, c'est un autre domaine. Qui était donc le domaine Goliardo, pardon. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Alors, ce que je pouvais dire d'autre, c'est j'ai été voir donc Gérard de Mendes qui est très réputé, qui fait partie des plus réputés, qui est un tout petit domaine. Alors faut savoir qu'il y a des très gros, puis il y a des plus petits, c'est assez intéressant. Moi j'étais voir plutôt les petits domaines familiales. Gérard Mendes qui garde ce côté très fruité, élégant, beaucoup de fraîcheur. Ils ont moins sur les films, mais on ne travaille pas ce style autolise. Et forcément, on ne le ressentira pas forcément, ce sera plutôt dans l'expression de tension. On aura toujours l'onctuosité, ce côté très salin, très classique, mais bien fait, avec des notes un peu exotiques, des notes de fruits blancs. On garde ce style un peu aromatique. Voilà, on garde une belle fraîcheur. Eux, ils font la vendange le 17 septembre. Notamment, c'est souvent cela. Ensuite, j'ai été voir Goliardo, qui lui travaille beaucoup les élevages sur lit. Utilise principalement le foudre, quelques barriques. Donc un peu de nouvelle méthode, mais tout en respectant toujours son terroir. Donc il est vraiment toujours dans vraiment l'élégance. On a toujours un style un peu autolise, on a de l'onctuosité, on a de la concentration, on a vraiment des très très beaux équilibres. Donc là c'était vraiment pour moi le top du top. Il travaille également beaucoup les rouges, il n'y a que chez lui que j'ai goûté des rouges quasiment. Donc il fait du Caino, de l'Espo Esporaon, Espadero pardon. L'Espadero, Caino, Pinot Noir et l'Orero. L'Espadero c'est très fermé, c'est un plutôt ferme avec quand même de la structure. L'Orero c'est un peu plus animal, on garde des notes d'épices, densité, mais ce que j'ai préféré c'était vraiment le Caino qui est vraiment alors des notes très très marquées sur l'eucalyptus au nez, très épicé, et puis en bouche, qui s'exprime plus dans un esprit pinot avec du noyau de cerise. Une belle onctuosité, mais pas une densité de folie. Vraiment tout en finesse. C'est super, c'est long, il y a énormément de tension. Alors là, il faut savoir que Gallardo, il recharge vraiment l'acidité du début à la fin. Et souvent, quand les autres sont à 5-6, mais avec Saint-Malo, lui, il est plutôt à 8. Donc ça lui permet d'avoir des équipes de folie et de faire des vins de folie surtout. Donc toujours un peu plus droit. Voilà. Puis ensuite j'étais voir Grand Bazin. Alors moi ils sont plutôt classiques. Ça a été les premiers à développer le caractère qualitatif des vins des terroirs de Ribera, de Rias Baxas. Donc Rias qui est en fait l'une des rivières qui passe, et ça veut dire la basse rivière de Rias en fait, le Rias Baxas. Et donc Rias qui donne évidemment qui a un caractère qui va forcément apporter la notion de microclimat sur ces terroirs. Des climats qui vont être très humides, avec quand même des belles températures l'été qui font monter très rapidement les taux d'alcool, mais qui conservent toujours de la fraîcheur, et donc très difficile d'aller vers les bio parce qu'il y a énormément d'humidité et énormément de pluie. Voilà. Voilà. Le Grand Bazin classique, mais alors ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un des seuls qui font des macérations aussi. Donc il aime beaucoup les macérations pelliculaires, et puis un peu de macération, des macérations et fermentation de blanc. Donc ça c'est intéressant. Et alors ce qu'il produit, c'est un vin qui sent énormément l'eucalyptus, qui sent le pesto, mais pas du tout dans l'esprit vin orange du coup. C'est superbe. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait, et on a gardé une caractéristique avec des tanins qui se sentent quasiment pas en bouche, de l'onctuosité, et vraiment un très très beau vin de macération. Donc pour moi c'est vraiment ce que j'ai retenu de Grand Bazin, c'est leur vin de macération. Ensuite plus dans l'esprit un peu minéral granitique dans leur vin de classique, très intéressant, bon qui valent pas ceux de Goliardo Wines.
Voilà, donc Golden Wine, ça c'est 10 hectares, c'est pas grand chose. 5 hectares, et c'est vraiment là qu'ils font. Voilà. Là, là où du coup, alors la maison que j'ai beaucoup aimé, bon, là, ils sont quasiment tous au même endroit. Je suis resté au même endroit parce que c'est le terroir le plus qualitatif. Donc j'ai dit donc que j'étais voir Pazo de Signoran. J'étais en voir un dernier, je ne dirai pas son nom car il n'était pas intéressant du tout. C'était très classique, fruits blancs, des notes d'aiguillon très marquées, presque pour plus mousse. Voilà. Et puis en bouche, ça faisait presque levuré, c'était pas intéressant. Donc là, j'ai eu une petite déception, ça faisait partie des grands groupes. Voilà. Pas de, de trucs de fou. Donc, Pazo des Signoran, par contre, qui fait alors, un gros élevage sur lit, toujours en inox. Eux, ils utilisent que de la cuve inox. Mais alors, ils gardent leur bouteille très longtemps et genre, en ce moment, ils font découvrir ils font un 3 ans sur lit et ensuite uniquement de la bouteille. Et là, en ce moment, ils vendent leur 2008. Donc, c'est super et ça uniquement sur un parcellaire. Le reste, ils l'assemblent. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment de la bombe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Note un peu plus lactée. On a des notes un petit peu plus. On a quelques terpènes qui peuvent rappeler un tout petit peu des notes légèrement pétrolées. Ensuite, on a un côté un peu plus exotique où il y a un léger basilic, un toucher de bouche ample, onctueux, de la tension, une belle intensité, et puis toujours cette saline en bouche. Alors, et puis sur sa première cuvée, un peu plus de citron, de pêche, un peu plus de tension, de fraîcheur. Voilà. Et toujours cette fin saline, toujours cette onctuosité, un peu la marque de, de l'appellation. Voilà. On fait un tout petit briefing sur ce qui s'est passé. Alors, les zones. Alors, du nord au sud. La première zone que l'on peut retrouver sur Rias Bassas, ce sera donc une zone qui sera totalement. Alors, c'est pas l'une des zones les plus qualitatives, tout d'abord. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, ça s'appelle Ribera do Ula. C'est au sud de Santiago de Compostela. Et on retrouve essentiellement des vins rouges du coup, sur cette partie. Ensuite, donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'appellation. Donc c'est Valdo Salnes, qui est le terroir historique de l'appellation. Et également, donc c'est le terroir historique de l'appellation. C'est ici qu'on retrouve les vins les plus salins. Et c'est ceux qui ont la plus d'influence de la mer puisqu'ils sont collés souvent. Donc là, on va de Vigo jusqu'à Pontevedra. Et alors dans la vallée de Salnes, puisqu'on s'appelle Val de Salnes, c'est pas pour rien. La vallée de Salnes, on peut avoir des coins un petit peu plus chauds par contre, notamment les terroirs de Pazo de Signoran. C'est vraiment le véritable foyer de l'Albariñe. On retrouvera donc après, le Val de Salnes, c'est également le plus grand terroir, avec quasiment 1500 hectares. Le plus petit terroir qu'on retrouvera sera juste au sud de Val de Salnes, donc au sud de Vigo, Sotomayor, 19 hectares. Toujours composé même quasiment que d'Albarino. Et donc pour le reste, c'est minimum 70% d'Albarino, mais c'est quasiment que d'Albarino. Et ensuite, on retrouvera les deux frontières avec les terroirs de Vino Verde, donc d'un côté Melgaçon, de l'autre côté Montaron. Et bien du coup, on a d'un côté le côté ouest au Rosal, du côté est Contadototea. Contadototea, beaucoup moins de finesse, plus d'alcool, on est en plein dans les terres, donc c'est plus chaud. Au Rosal, on a un peu plus de finesse, on ne va pas sur la salinité des terroirs de Valdo Salnes, mais on a quand même des grands vins. Et on est au bord du Minon, donc grosse importance. On a quand même des terroirs qui sont assez chauds. Ensuite, voilà.
Et bon, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà, il y a une appellation qui s'appelle Arias Baxas Barrica, mais que j'ai pas trouvé une seule fois. Et donc c'est 3 mois d'élevage en barrique. Donc c'est pas forcément le plus traditionnel. Ils ont aussi des lagers, donc comme les Portugais, mais je les ai pas vus d'utilisation de lagers. Voilà, principalement de l'inox. Voilà, avec quelques inox horizontaux pour ceux qui font quelques macérations. Pellicule.